Bonjour à tous, je vais juste me présenter très rapidement. Nathalie Riou-Leclerc, je suis pathologiste au CHU de Rennes. Je suis la responsable de ce service et je suis plutôt spécialisée en pathologie urologique, hépatique et digestive. Et du fait de cette spécialisation, j'ai le docteur Le Flaek fera plus les RCP très spécialisés après ma présentation qui sera plus généraliste sur comprendre la terminologie que vous pouvez rencontrer lors de RCP avec des pathologistes. Alors, voilà. Donc, c'est juste pour vous faire un petit rappel, mais ça, vous connaissez tous, hein. Une RCP, c'est quoi? C'est une réunion qui doit se tenir très régulièrement entre plusieurs spécialistes, plusieurs disciplines, et au cours de laquelle vont se discuter les différentes prises en charge possibles d'un cancer. Donc, entre les personnels de santé qui sont présents, il peut y avoir des chirurgiens, des cliniciens, des oncologues, des radiothérapeutes, des oncogénéticiens et des pathologistes. Donc, on présente le diagnostic du cancer. C'est ce que vous récupérez en fait comme critère dans nos comptes rendus d'anatomie pathologique. Et on propose ensuite, au cours de cette RCP, des différentes possibilités thérapeutiques avec les bénéfices, les risques, l'évaluation de la qualité de vie qui va en résulter. Et cette RCP va aboutir donc à un programme personnalisé de soins. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que dès qu'on a un diagnostic de cancer, c'est que obligatoirement, le diagnostic a été posé dans un service ou dans un laboratoire d'anatomie et cytologie pathologique. Et c'est notre compte-rendu que vous récupérez pour remplir vos fiches de RCP. Tout ça, ce sont donc des définitions qui proviennent de l'HAS. Alors, ma présentation donc, se veut très généraliste pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe, la NAPAT, et comment on aboutit à un compte-rendu et quels sont les items qui apparaissent dans nos comptes rendus. Donc, il faut savoir qu'un diagnostic de cancer, ça peut être posé à partir de plusieurs prélèvements. Donc, soit ce sont des prélèvements qu'on appelle des cytologies, donc ce sont des ponctions de cellules ou des ponctions de liquide, comme vous voyez ici. Donc, ça peut être un liquide acide, un liquide pleural, ça peut être un frottis cervico-vaginal. Ça peut se faire aussi sur des biopsies. Donc là, il y a 2 types de biopsies. Vous voyez, des toutes petites biopsies qui font à peu près 2 millimètres, ou alors des biopsies plus longues à l'aiguille, comme des biopsies de prostate ou des biopsies hépatiques. Le diagnostic peut se faire également sur des copeaux de résection. Donc, ce peut être des voilà, donc vous voyez, c'est avec le petit résecteur, on enlève des petits copeaux. Donc, ça peut être des copeaux de prostate, de vessie, des copeaux aussi, de fibromes utérins. On peut faire aussi un diagnostic sur des petites pièces opératoires ici comme un appendice qui présente ici au niveau de la pointe appendiculaire une tumeur endocrine. Vous voyez que c'est tout renflé. Ou alors on a des grosses pièces opératoires et là je vous ai mis un petit peu un puzzle de plein de pièces opératoires. Là c'est un cancer du rein avec ici une tumeur du rein. Là c'est une lobectomie pulmonaire avec la bronche et vous voyez qu'il y a une tumeur dans la bronche qui s'étend ici dans le poumon. Vous avez ici une prostatocystectomie avec en bas la prostate et ici la vessie. Et dans la vessie, vous avez une grosse tumeur. Et il faut savoir que chez les hommes et chez les femmes, quand vous avez une tumeur de vessie qui doit être opérée, les chirurgiens sont obligés de faire une prostatectomie en même temps chez l'homme. C'est pour ça que vous avez une cystoprostatectomie ou chez la femme une pelvectomie antérieure qui enlève la vessie. Et puis en règle générale, l'utérus et les ovaires et trompes. Là, vous avez une œsogastrectomie pour ici une tumeur de l'œsophage. Cancer très fréquent ici, c'est un cancer du côlon. Donc, vous avez une colectomie avec ici la tumeur colique. Et puis ici, c'était un sarcome osseux avec ici l'os qui est entièrement tumoral. Et ici, on a le muscle qui entoure avec la graisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que les cancers les plus fréquents dans nos pays occidentaux, ce sont les cancers hormonodépendants, donc la prostate chez l'homme, le sein chez la femme et les 2 sexes confondus, bah, c'est comme ici je vous ai montré, le poumon et le côlon. Alors voilà ici un exemple de pièce de prostatectomie radicale. Donc, qu'est-ce que deviennent en fait les pièces opératoires quand ils arrivent dans le service? Donc là, je vous montre une pièce de prostatectomie radicale. Quand vous avez un cancer de prostate avec une décision de chirurgie à partir des biopsies, eh bien, on peut proposer une prostatectomie radicale qui enlève la totalité de la prostate, avec ici les vésicules séminales et un petit peu de canal déférent. Et en fait, c'est un protocole qui est international, c'est le protocole de Stanford, où on va couper la prostate en tranches et on va l'inclure dans des cassettes. Donc, il y a 2 possibilités, soit des petites cassettes, soit des grandes cassettes qui sont ensuite incluses et les prélèvements sont inclus ensuite dans de la paraffine.
Donc là, je vous ai mis des blocs de paraffine avec ici, avant la prostatectomie radicale, les biopsies qui ont servi à faire le diagnostic de cancer. Ces blocs de paraffine, quels qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, ils sont ensuite coupés sur des microtomes avec des coupes très très fines de 3 microns. Et ces coupes sont étalées sur des lames qui sont ensuite colorées par une coloration qu'on appelle HES. Et vous voyez qu'on a soit des mégalames, soit des petites lames. Nous, on aime bien utiliser les mégalames dans la prostate parce que vous voyez, on voit toute la tranche entière de la prostate et on sait très bien localiser le cancer de prostate. Et ça, c'est intéressant pour faire des corrélations avec les images d'IRM, par exemple. Voilà, alors quand on parle de cancer, c'est quoi la différence entre une tumeur bénigne et une tumeur maligne? La seule différence qui est vraiment spécifique, pathognomonique, c'est qu'une tumeur bénigne ne métastase jamais, jamais, sinon ce n'est pas une tumeur bénigne. Et une tumeur maligne peut métastaser, mais ce n'est pas à 100%. Quand vous avez une tumeur maligne, eh bien, il faut en donner ce qu'on appelle le sous-type histologique. Alors, je ne peux pas vous donner tous les sous-types histologiques parce qu'il faut savoir que globalement, quand vous avez un type de cellule, vous pouvez avoir à partir de ce type de cellule un cancer. Donc, vous voyez qu'il y a énormément de cancers, mais les plus fréquents, ce sont quand même à 80%, vous avez les carcinomes, les sarcomes et les lymphomes. Donc, les carcinomes et les sarcomes sont très fréquents, les lymphomes également. Donc, les carcinomes, ça veut dire que c'est une tumeur épithéliale maligne, c'est-à-dire qui se développe à partir d'un épithélium. Globalement, il y a 3 grands types d'épithélium. Il y a l'épithélium glandulaire, que vous retrouvez par exemple au niveau de l'estomac, du côlon, du rectum. Vous avez aussi les glandes dans le sein. Et dans ce cas-là, on parle de adénocarcinome. Ça veut dire donc une tumeur épithéliale maligne développée à partir de glandes. Ensuite, vous avez les carcinomes malpighiens qui se développent à partir des épithéliums malpighiens. Donc là, c'est tout ce qu'on a au niveau de la sphère ORL jusqu'à l'œsophage. C'est toute la peau également. Et puis le troisième type d'épithélium, c'est l'urothélium ou l'épithélium urothélial. Et là, c'est ce qu'on voit au niveau de la vessie, des cavités piélo-calicielles, des urtères, de l'urètre. Donc ça, ce sont les carcinomes, tumeurs épithéliales malignes. À côté, on a les sarcomes, qui sont des tumeurs malignes qui ont une différenciation mésenchymateuse. Donc globalement, pour faire simple, ce sont tous les tissus de soutien, le tissu adipeux, le muscle lisse, le muscle strié, les vaisseaux, les os, les cartilages. Et donc, juste avant sarcome, on donne la ligne de différenciation. Donc, liposarcome, c'est une tumeur maligne d'origine adipeuse. Angiosarcome, c'est d'origine vasculaire. Léiomyosarcome, c'est d'origine musculaire lisse. Rhabdomyosarcome, c'est d'origine musculaire striée. Ostéosarcome, c'est d'origine osseuse. Chondrosarcome, c'est une tumeur maligne d'origine cartilagineuse. Et puis dans les lymphomes, alors les lymphomes se développent à partir des cellules entre guillemets du sang, et donc c'est à partir surtout des lymphocytes qui peuvent être T, qui peuvent être B. Donc on parle de lymphome B, de lymphome T, mais il y a plein de sous-types également de lymphomes. Et puis il y a plein d'autres tumeurs, hein, c'est ce que je vous ai dit. À chaque type cellulaire, vous avez un type de cancer différent. Par exemple, le mélanome, c'est également fréquent. C'est une tumeur qui se développe à partir des cellules mélaniques. Il n'y en a pas qu'au niveau de la peau, on peut en voir aussi au niveau de l'œil, au niveau de l'œsophage, au niveau de l'anus, par exemple. Il y a les tumeurs endocrines, les carcinomes endocrines qu'on peut voir au niveau du poumon, au niveau du pancréas, par exemple, au niveau de l'appendice, etc. Donc, mais vous, voilà, retenez ces 3 principaux sous-types histologiques. C'est pratiquement presque 80% des tumeurs malignes. Il faut savoir que pour chaque sous-type histologique, on a des facteurs pronostiques. Alors, je vous ai mis tous les facteurs pronostiques, mais ils n'ont pas la même importance pour chaque type de cancer et chaque type de cancer a ses propres facteurs pronostiques. Globalement, il faut savoir que le sous-type histologique, c'est un facteur pronostique en lui-même. Par exemple, dans le foie, on peut avoir 2 types de carcinomes. Celui qui se développe à partir des cellules du foie, les hépatocytes, et on parle d'hépatocarcinome, et celui qui se développe à partir des voies biliaires, et on parle de cholangiocarcinome. Eh bien, ce sont 2 carcinomes qu'on peut observer dans le foie, mais le cholangiocarcinome est beaucoup plus agressif que l'hépatocarcinome. La taille tumorale, c'est un facteur de pronostic également. C'est sûr qu'il vaut mieux avoir une tumeur de 1 cm qu'une tumeur de 10 cm. Dans une tumeur, quand vous avez des atypies très marquées, c'est aussi un facteur de mauvais pronostic. La différenciation tumorale, c'est également un facteur pronostic, c'est-à-dire quand la tumeur ressemble plus ou moins à son tissu d'origine.
Le fait que la tumeur présente une maturation peut être aussi un facteur pronostic. Par exemple, dans les carcinomes alpiguins, eh bien, il peut y avoir une maturation kératinisante, c'est-à-dire que le cancer reproduit en fait ce que produisait le tissu normal, comme de la kératine ou dans le mélanome malin, comme de la mélanine. Le nombre de mitoses est aussi important. Donc, c'est ce que vous voyez dans nos comptes rendus comme index mitotique ou nombre de mitoses pour 2 mm² ou par HPF. HPF, c'est un fort grandissement fois 40 au microscope. Donc, on calcule le nombre de mitoses pour une surface donnée ou pour un nombre de cellules données. La présence de mitoses anormales, la présence de foyers de nécrose tumorale, l'index de prolifération Ki67, mais là, je pense que le docteur Lefley va vous en reparler dans le sein. On l'utilise en immunohistochimie pour apprécier le nombre de cellules qui sont dans le cycle cellulaire et qui prolifèrent. La présence de tumeurs dans des vaisseaux, c'est ce qu'on appelle les emboles vasculaires, c'est un facteur de mauvais pronostic. Les engainements périnerveux, c'est de la tumeur autour des nerfs, ça aussi, c'est un facteur pronostic. Dans les carcinomes, le fait qu'un carcinome devienne en fait présente un aspect qui est proche d'un sarcome, par exemple, c'est ce qu'on appelle la transition épithélio-mésenchymateuse. On dit qu'un carcinome a une différenciation sarcomatoïde, ça c'est vraiment un très mauvais pronostic. Et puis on a le stade PTNM qui prend en compte l'extension locorégionale et métastatique de la tumeur. Et là, je vais vous présenter plein de photos qui vont reprendre ces différents facteurs pronostiques. Alors là, je vous ai juste donné des exemples. Par exemple, dans le rein, on utilise le grade nucléolaire de l'ISUP, c'est-à-dire le degré d'atypie du nucléole ou des cellules. Et on a 4 grades, du 1 au 4. Et en général, le 1, c'est de bons pronostics, le 4, c'est de mauvais pronostics. Le score de Gleason, qu'on appelle maintenant le grade ISUP, lui prend en compte la différenciation de la tumeur. Donc, on a de l'ISUP 1 à l'ISUP 5. Je vais vous montrer des exemples. Et puis, dans le sarcome, on a le grade de la FLNCC pour tous les sarcomes qui prend en compte la différenciation de la tumeur, 1, 2, 3. Donc, une tumeur différenciation 1, elle est bien différenciée. Si elle est en 3, c'est qu'elle est mal différenciée. La présence de remaniements nécrotiques plus ou moins abondants et la présence de l'index mitotique. Et quand vous associez les 3 chiffres, ça vous donne un grade donc de 3 à 9. Alors voilà par exemple les atypies nucléocytoplasmiques. Ça, c'est le même cancer du rein. Et vous voyez que même si vous n'êtes pas un apathe, vous pouvez faire la différence. Là, c'est un cancer. Vous voyez que les noyaux sont tout petits et se ressemblent tous. Ça, c'est un grade 1 ou un grade 2. C'est un bas grade. Là, c'est le même cancer, le même sous-type histologique, et vous voyez que les noyaux deviennent beaucoup plus gros avec un nucléole au centre. Là, on est en grade 3, donc c'est déjà de moins bons pronostics. Et là, on est en grade 4 pour ce cancer du sein. Vous voyez que les noyaux sont énormes. Et d'un noyau à l'autre, eh bien, on n'a pas du tout les mêmes formes de noyaux, la même taille, les mêmes atypies. Et on a également énormément de mitoses. On a une mitose ici, une mitose ici. Eh bien, rien que sur ce grade de l'ISUP, si je prends ici en haut à gauche le bas grade, on a à peu près 80% de survie à 5 ans. Le grade 3, on a à peu près 50 à 60% de survie à 5 ans. Et si vous avez un grade 4, juste sur ce facteur pronostic, on chute à 20-30% de survie à 5 ans. Donc rien que le grade sur les atypies des noyaux et des nucléoles, c'est un facteur de fort pronostic. Sur la prostate, là, je vous ai mis à gauche une biopsie de prostate normale avec les glandes normales et à droite, vous avez 3 cancers de prostate. En haut, c'est ce qu'on appelle un cancer bien différencié parce que vous voyez qu'on retrouve l'architecture des glandes avec des lumières. Donc ça, c'est bien différencié. En dessous, c'est moins bien différencié. Vous voyez qu'on n'a que quelques glandes, mais la majorité de la tumeur, on n'a plus de glandes. Et là, il est très peu différencié. On voit plus du tout de glandes. Donc en haut, c'est un patient qui a un bon pronostic. En bas, il a un très mauvais pronostic. Et cette différenciation, on l'appelle le score de Gleason ou gros pronostic de l'ISUP. Voilà d'autres facteurs pronostiques. Là, c'est un vaisseau dans un poumon ici autour. Et bien là, vous avez des cellules tumorales qui sont dans un petit vaisseau sanguin. Donc là, on a un embole vasculaire. Et ce qui veut dire que les cellules partent dans la circulation et peuvent donner des métastases, par exemple dans le poumon ou dans le foie ou dans le cerveau. Et là, c'est pareil. Vous avez de la tumeur dans un petit vaisseau, mais là, il n'y a plus de sang. Donc, c'est un vaisseau lymphatique. Et là, ça peut donner des métastases ganglionnaires. Dans les facteurs de mauvais pronostic, c'est quand vous avez de la nécrose. Ici, vous avez de la nécrose dans cette tumeur. Où je vous ai dit, quand vous avez une composante sarcomatoïde dans un carcinome, là, vous voyez, on a une composante sarcomatoïde. Et typiquement, on sait que quand vous avez une composante sarcomatoïde, eh bien, ça ne répond pas bien aux thérapies ciblées anti-angiogéniques, quelles qu'elles soient.
Donc, ça a aussi un intérêt sur la prise en charge thérapeutique. Le stade PTNM que vous voyez pour tout compte rendu anapathe de carcinome, T, ça veut dire tumeur en anglais, N, lymph node et M, métastasis. T, pour la tumeur, ça prend en compte la taille de la tumeur et l'extension de la tumeur dans l'organe ou autour de l'organe. Globalement, T1, T2, ce sont des tumeurs qui sont localisées à l'organe. T3, il y a une extension juste autour de l'organe, par exemple dans la graisse périrénale, dans la graisse autour du côlon. Et T4, c'est quand vous avez une extension hors de l'organe, dans un autre organe. Par exemple, c'est un cancer de vessie qui envahit le rectum, un cancer de l'utérus qui envahit le rectum, par exemple. Voilà. N, ce sont les métastases ganglionnaires, mais dans la région du cancer. Donc, on dit N1, N2 parfois, ou N+. Et M, ce sont les métastases à distance, par exemple un cancer du côlon qui métastase au cerveau ou au foie. Et puis, vous avez toujours le R, c'est-à-dire si les marges chirurgicales sont saines ou non, c'est R0 ou R+. Et si le patient a eu un traitement avant la chirurgie, eh bien, on rajoute un petit Y, ça veut dire qu'il y a un traitement préopératoire. Donc, on met Y, PT1 par exemple, c'est-à-dire qu'il reste de la tumeur et qu'elle est PT1. Et on y associe en général un score de régression tumorale, c'est-à-dire qu'on a une régression tumorale à 30%, 40%, 50%. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est un cancer du rein. Donc, là, vous avez le rein, le cancer. Donc, là, c'est un cancer PT1. Il est localisé dans le rein. Ici, par contre, on est en PT2, c'est-à-dire qu'il est toujours localisé au rein, mais il a une plus grande taille. Là, par contre, on est en PT3. C'est toujours un cancer du rein. Et vous voyez que la graisse ici est envahie par la tumeur à ce niveau-là. Là, c'est un cancer du rein qui est PT3. Il envahit tout le rein, mais il envahit ici également la graisse périrénale. Et en PT3, on peut avoir un envahissement de la graisse, mais on peut avoir aussi un embol dans une grosse structure vasculaire. Là, vous voyez qu'on a la veine rénale sur cette pièce de néphrectomie. Et vous voyez ce gros bourgeon tumoral qui sort de la veine rénale. On est en PT3. Voilà, donc je vous ai juste donné quelques exemples de PTNM et je ne vais pas revenir dessus sur le poumon, la prostate. Ça prend en compte la taille, l'extension en fait dans l'organe ou en dehors de l'organe. Et puis, il y a de temps en temps des PTNM qui ne prennent en compte que la taille tumorale. Voilà. Et donc, dans la conclusion ANAPAT, il faut qu'on ait tous les items. Ça ne sert à rien de faire une grosse description histologique. Normalement, les Américains l'ont bien montré. Il faut que la conclusion reprenne tous les items qui vont pouvoir être utilisés pour la prise en charge du patient. Il faut que la macroscopie aussi soit bien renseignée, en particulier sur à quoi correspondent les blocs de paraffine et à quoi correspond le fixateur, surtout si on l'envoie en deuxième avis. Et typiquement, voilà à quoi ça ressemble une macroscopie. Donc, vous devez avoir le poids, la taille, la tumeur bien décrite, le fixateur, les colorations que vous avez faites et quand vous avez tous les blocs, à quoi correspondent en fait les différents prélèvements. Et si vous avez plusieurs prélèvements, il faut qu'il y ait une description macroscopique à chaque fois pour les différents prélèvements. Et puis, vous avez, ça c'est l'INCA qui le donne, mais c'est aussi, on a des comptes rendus standardisés à l'international, européen ou américain, où vous avez tous les critères histologiques qui doivent apparaître dans un compte-rendu au minimum. Voilà. Et donc, sur vous, les comptes rendus ANAPAT que vous recevez, là, je vous ai mis en rouge. En fait, ce qui est vraiment important à mettre, c'est un cellule claire, le grade de l'ISUP, le fait qu'il y ait une composante sarcomatoïde, parce que ça a une répercussion sur le choix thérapeutique, qui est de la nécrose, et puis tout ce qui est infiltré. Les ganglions, on sait qu'il y en a 3, mais il n'y a pas de métastase. On sait que le thrombus cave, c'est du carcinome aciculaire du rein, sauf que là, le grade est plus élevé dans le thrombus cave que sur la néphrectomie. Et puis, ce qui est très important, c'est le stade PTNM. Donc là, c'est PT3B, N0, et il était on n'a pas mis on n'a pas mis en fait le R parce que le thrombus cave était entièrement tumoral et c'est au chirurgien d'apprécier son exérèse. Voilà pour moi. Et puis, je ne sais pas si vous avez déjà des questions à poser ou non. Oui, bon, Allez-y, reposez votre question. Non, pour le coup, non. ouais, il y a un problème de son, j'ai l'impression, sur du côté d'Onco 5. Peut-être dans le chat, sinon.
En tout cas, Monsieur Le Flecq, je vous ai repassé la main si vous voulez déjà. Parfait. On va voir là, dans le chat. On pourra essayer de coupler de pouler les questions à la fin, sinon. OK? Bon, on fait comme ça Parfait. alors. Bah, je vous Oui, laisse la main, Monsieur Le Flecq. Ok, parfait, merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon écran? oui, très bien. Ok, super. Donc oui, merci donc, pour cette introduction. Je vais reprendre un peu plus en détail. Bon, c'est impossible d'être exhaustif, de présenter les détails organe par organe. Je vais insister un peu plus sur la pathologie mammaire, la pathologie pulmonaire, et puis après, en fonction du temps qui reste, on verra si j'ai un peu de temps pour la suite. Donc moi, je suis un apathe également. Je suis un apathe donc pour le groupe West Pathology sur le site de Quimper, et puis j'exerce également au CHU de Brest. Donc je suis plutôt généraliste sur le site de Quimper, et plus spécifiquement de la dermatologie à Brest. Alors, concernant les facteurs qui vont être importants à relever dans les comptes rendus d'un apathe pour la pathologie mammaire, donc on aura des comptes rendus qui proviendront à la fois de biopsies, donc des biopsies radioguidées qui vont être systématiquement réalisées, et puis des prélèvements qui proviendront de pièces d'exérèse, donc ce sera des tumorectomies, des mastectomies partielles ou totales principalement. Prélèvements de ces exérèses qui vont être accompagnés de prélèvements ganglionnaires, le plus souvent un ganglion axillaire sentinelle, le GAS, qui sera plus ou moins accompagné de ganglion de voisinage. C'est vraiment le ganglion sentinelle qui sert à la stratification à ce moment-là. Et puis, dans certains cas, des curages ganglionnaires, donc, qui intéressent plus de ganglions. Donc ce stade de TNM qui est effectivement primordial pour le grade, pour déterminer le grade de la tumeur, ce sera donc une composante T qui sera dans le sein, qui, pardon, qui intéressera donc la taille de la tumeur avec des cut-off à 0,1 cm, 0,5, 1 cm, 2 cm, 5 cm. Comme souvent dans le TNM, ce sont des valeurs strictement supérieures à ces valeurs, c'est-à-dire que quand on est au cut-off, on va prendre le grade inférieur ou égal. La tumeur, la question était posée sur une tumeur de 1 cm, ce sera bien inférieur ou égal à 1 cm, donc un T1, T1C même. Il faut faire bien attention dans le sein. On a assez fréquemment des tumeurs qui vont être multiples, qu'elles soient multifocales dans un sein ou dans plusieurs, dans les deux seins. Donc le T en cas de tumeur multifocale sera accompagné d'un petit M. Donc ça va générer à chaque fois des comptes rendus multiples, à la fois des comptes rendus de biopsie, parce que les tumeurs ne sont pas forcément prélevées en même temps, et puis les exérèses ne seront pas forcément pratiquées en même temps. Donc il faut toujours prêter attention à la localisation de la tumeur qui est prélevée. Concernant donc l'extension régionale, donc le N pour les ganglions lymphatiques, dépend de plusieurs facteurs. Ce sera le nombre de ganglions qui sont envahis, donc des cut-off entre 1 et 3, 4 et 9, 10 et plus. La localisation de l'envahissement, donc si ce sont des ganglions qui sont plutôt plus proches de la tumeur ou dans les stades plus évolués qui vont s'éloigner de la tumeur, donc des stades plus avancés. Et puis enfin, ce sera la taille des métastases ganglionnaires. Notamment, on peut avoir des micrométastases, donc des métastases qui vont faire moins de 2 mm, qui seront de meilleur pronostic que des métastases plus volumineuses, de plus grande taille. À noter qu'on peut même avoir des métastases encore plus petites, de moins de 0,2 mm, qui, elles, ne seront pas prises en compte. Donc, il ne faut pas s'étonner de voir des N0 avec présence, dans le rare cas, présence de cellules métastatiques dans le ganglion, qui sera quand même classifié N0. Dans la classification, lorsque la stadification ganglionnaire est réalisée sur le ganglion sentinelle, on aura un petit SN derrière ce N. On considère que c'est des ganglions sentinelles jusqu'à 5 ganglions. Au-delà, c'est plus un ganglion sentinelle, c'est circulaire. Comme dans d'autres organes, donc le professeur Léo Leclerc le disait, on peut avoir des traitements
en préalable avant l'exérèse de la tumeur. Donc, on va avoir un délai important entre la biopsie de la tumeur et son exérèse, et on aura un YPTNM avec effectivement un score de régression de la tumeur qui sera évalué. Donc, concernant les critères histologiques qui permettent d'évaluer le pronostic de la tumeur, donc ce seront effectivement principalement un score de différenciation. Alors, tout d'abord, effectivement, le type histologique de tumeur, très souvent dans les tumeurs mammaires, ce seront des adénocarcinomes. Il y a plusieurs sous-types, de nombreux sous-types d'adénocarcinomes, mais deux principaux, l'adénocarcinome non spécifique ou encore appelé canalaire, l'adénocarcinome lobulaire, puis après d'autres types moins fréquents, des tumeurs papillaires, et puis des tumeurs qui ne sont pas des carcinomes, notamment des tumeurs fibroépithéliales, les tumeurs phyllodes, qui sont beaucoup plus rares. Concernant les adénocarcinomes, donc cette différenciation, cette ressemblance entre le cancer et le tissu d'origine va se grader selon le score SBR, qui va être gradé de 1 à 3, selon 3 items. Donc, la différenciation, est-ce que ça forme des glandes ou pas, avec un score sur 3, un score d'atypie, est-ce que les cellules sont très atypiques ou non, avec à nouveau un score de 1 à 3, et puis un nombre de mitoses pour 10 champs, pour 2 mm², qui permettra au total, en poulant ces 3 critères, de déterminer le score de différenciation, le SBR. Donc, important à relever. Souvent, ces adénocarcinomes sont associés à des lésions de carcinome in situ, donc c'est une forme qui est moins à risque, très peu à risque d'extension à distance, qui en revanche a un fort risque de récidive locale. Donc, il faut vraiment que la présence de ce contingent non infiltrant soit bien mentionné, et si c'est une exérèse, que la qualité d'exérèse de ce contingent non infiltrant soit bien précisée, en plus du contingent infiltrant. Effectivement, la qualité de l'exérèse, c'est un critère pronostic majeur après la chirurgie. Et puis, on a évidemment les autres critères histologiques habituels dont vous a parlé le professeur Leclerc, les emboles, les engrainements, les lymphocytes intratumoraux, etc. Dans les tumeurs mammaires, on aura systématiquement une étude immunohistochimique qui a une importance primordiale qui sera réalisée. Donc, l'étude immunohistochimique qui est réalisée également dans le service d'ANAPAT, qui est faite en même temps que la prise en charge initiale. On aura une étude donc du Ki67, donc, qui est un marqueur de la prolifération de la tumeur. Plus de cellules, les cellules sont plus il y a de cellules marquées parmi toutes les cellules tumorales, plus la tumeur prolifère, plus elle est agressive. Ensuite, on aura des facteurs, on va évaluer des facteurs pour évaluer la réponse à certains traitements, notamment les récepteurs hormonaux, donc récepteurs aux oestrogènes, à la progestérone, qui sont parfois notés RH, RO, RE, RP. On va à nouveau étudier le pourcentage de cellules qui expriment ces récepteurs, et puis l'intensité avec laquelle cette expression, ces récepteurs sont exprimés. Un autre marqueur qui va permettre de lui la réponse à certains traitements, c'est HER2, que vous verrez souvent, qui s'évalue également en immunohistochimie. Il va être gradé de 1 à 0 à 3, avec des prises en charge différentes selon ces 4 groupes. Le 2 va en plus avoir une étude supplémentaire en hybridation in situ, donc ce qui va générer un compte-rendu supplémentaire. Donc, toutes ces études se font principalement sur biopsie, puisque le tissu est mieux fixé, et donc les études sont plus fiables sur biopsie. Toutefois, il arrive que dans certains cas, on ait besoin de les refaire sur la pièce opératoire, et donc dans ce cas-là, les deux résultats doivent être pris en compte et doivent être confrontés. Ce qui fait qu'au total, on a de multiples comptes rendus avec des délais parfois importants entre les comptes rendus, et c'est important d'avoir l'ensemble des éléments. Donc, c'est important de récupérer les comptes rendus des différentes biopsies, des comptes rendus complémentaires qui ont pu être faits. Par exemple, c'est des hybridations in situ vont amener un compte rendu qui va arriver beaucoup plus tard, enfin, pas beaucoup plus tard, mais plus tard, et donc un compte rendu complémentaire. Voilà. Ensuite, pardon, il y avait pas mal de questions sur le code handicap. Donc, brièvement, le code handicap, il sert aux anapates pour classifier, pour désigner les tumeurs. C'est un code qui est relativement ancien, qui est mis à jour de temps en temps, mais a priori, la dernière mise à jour, c'était en 2009. Toutefois, c'est un
il est plutôt bien fait, il est très exhaustif, il permet de coder très précisément chaque lésion. Il y a 8 caractères, donc les 4 premiers caractères vous concernent moins, vous serez plutôt confronté au cas dernier, donc c'est le code lésion. C'est quand même intéressant de savoir comment fonctionnent les 4 premiers. Donc la première lettre va désigner le type de prélèvement. Est-ce que c'est une biopsie? Ce sera un B ou un P, ou une XRS, ce sera un O ou un I. La seconde lettre, ce sera pour le type de technique, en général de l'histologie. Plus rarement, vous avez des immunohistochimies avec un I ou autre. Les 2 autres lettres désignent l'organe, donc d'abord le système dans lequel on se situe. Donc, dans la pathologie mammaire, ce sera un G pour gynécologie. Et puis la deuxième lettre, l'organe précisément, donc un S pour le sein, gynécologie et le sein. Donc, dans les pièces d'exérèse ganglionnaire qui vont avec ces pièces de sein, vous aurez donc un OHS pour le sang, système hématopoïétique, et puis un G pour le ganglion, et le reste du code qui concerne la lésion. La structure également de ce code lésionnel est intéressante à comprendre. La première lettre va bien désigner le type de pathologie dans lequel on se situe. Le A, ce sera pour les tumeurs d'origine glandulaire, comme on disait, les adénocarcinomes notamment. Et la deuxième lettre, le deuxième caractère, pardon, c'est un chiffre en général qui va de 0 à 7, qui désigne la gravité, la malignité. Donc, un 7, ce sont les tumeurs malignes, les tumeurs infiltrantes. On aura fréquemment également des 5 pour les tumeurs qui sont in situ, qui ne sont pas infiltrantes, dont je parlais précédemment. Et puis on peut avoir un M à la place pour les métastases. Alors, c'est très exhaustif comme code, comme système de codification, mais en général, dans le doute, on peut rester assez vague finalement et éviter de se tromper. Si vous avez un doute, il vaut mieux coder un adénocarcinome en adénocarcinome, donc le code A7A0, qui sera toujours bon, même s'il est moins précis. Dans le sein, on a en général les codes B0 pour carcinome lobulaire ou canalaire infiltrant, 1 pour le lobulaire, 2 pour le canalaire, que vous pouvez utiliser, et puis le code A5B2, par exemple, pour le carcinome canalaire in situ. Bon, je ne vais pas évoquer Bercel, je pense que ce sera plutôt, il y avait une question, mais ce sera plutôt le docteur Bass éventuellement, ou sinon en réponse aux questions, vous parler un petit peu des tumeurs pulmonaires. Donc les types de prélèvements que vous verrez, ce seront parfois des cytoponctions, donc des prélèvements cytologiques, le plus souvent des biopsies, et puis aussi des pièces opératoires également, des pièces de tumorectomie, des wedges, ou des pièces de lobectomie, voire des poumons pardon. Le type histologique, donc toujours un critère pronostic majeur. On aura principalement des adénocarcinomes avec encore une fois de nombreux sous-types. L'OMS est divisé en non mucineux et en mucineux, mais même parmi les non mucineux, il y a de nombreux sous-types qui ont des pronostics différents, qui sont donc importants à relever. On a des adénocarcinomes lépitiques, par exemple, qui sont de meilleurs pronostics que des micropapillaires. Donc, les termes sont importants, mais de toute façon, pour le codage, encore une fois, si le code ne correspond pas à 7, à 0, à mon avis, il convient très bien. Le deuxième type principal, ce seront les carcinomes épidermoïdes, donc code ECT0, voilà. Les carcinomes neuroendocrines à petites cellules, et puis de façon moins fréquente, les mésothéliomes. Vous posez la question des réseaux de relecture. En l'occurrence, les mésothéliums font l'objet de relecture systématique dans le réseau NetMéso-Mésopath. Les autres critères, bien sûr, donc je me suis limité aux tumeurs vraiment les plus fréquentes, principalement des carcinomes. Il y a les mésothéliums et évidemment, il y a de nombreux autres sous-types tumoraux, des thymomes, des lymphomes dans le thorax notamment. Donc, autre critère pronostic, ce sera bien sûr la différenciation, comme on en parlait tout à l'heure, et puis les empoles, les engagements, la qualité de l'exérèse. La stadification TTNM donc, se fait encore une fois sur la taille de la tumeur, concernant le T, avec également l'extension à la plèvre ou non. La stadification régionale, ce sera cette fois exclusivement sur l'extension, la localisation des métastases. Plus elles sont éloignées de la tumeur et plus le stade sera avancé.
Particularité, donc, pas si particulier, mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'autres tumeurs, mais c'est particulièrement vrai dans les tumeurs pulmonaires, c'est qu'elles sont associées à beaucoup d'autres études, donc de l'immunohistochimie encore, toujours faite en anapathe, l'étude de PDL1 qui est très importante. On vous verrez apparaître des scores TPS, donc, comme dans d'autres organes, vous verrez effectivement souvent ce PDL1 sous la forme de score CPS plutôt. Ici, c'est un TPS qui va être réalisé sur les carcinomes épidermoïdes et les adénocarcinomes. Et puis, pour les adénocarcinomes, donc de nombreuses autres études qui sont réalisées sur le génotype des tumeurs. Donc, c'est des analyses qui peuvent être réalisées par des techniques très différentes et qui sont faites par des personnes différentes. Par exemple, pour avoir des études en hybridation in situ qui peuvent être réalisées en allopathe, mais qui peuvent aussi être réalisées parfois dans certains services de cytogénétique. Des études en PCR ciblées qui peuvent être réalisées parfois plutôt en allopathe en fait, mais qui sont plutôt des études génétiques. Et puis des études plus poussées de séquençage, donc de NGS, séquençage de nouvelle génération, qui elles sont plutôt réalisées dans des plateformes de biologie moléculaire, notamment au CHU de Brest, au CHU de Rennes, et puis également West Pathology à Rennes, à une plateforme de NGS. Donc, tout ça fait qu'on peut avoir à nouveau de nombreux comptes rendus qui vont tous contenir des informations qui seront très importantes pour la prise en charge et à mentionner lors des RCP, avec effectivement des comptes rendus qui seront parfois adressés à l'ANAPAT qui va le réadresser derrière sous la forme d'un complémentaire, ou alors adressé directement par le généticien, l'oncogénéticien pour donc parfois des comptes rendus difficiles à colliger, j'imagine, mais c'est vraiment important d'avoir tous les éléments en possession. Voilà, bon, je pense que c'est illusoire d'aller sur la totalité des pathologies. Je pense qu'il faudra mieux discuter. Je vais plutôt le laisser le docteur Bass parler, si ça vous convient. Alors, bonjour tout le monde. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, très bien. Ok, Bonjour. donc je vais vous partager l'écran. Si je trouve, ouais, voilà. Donc, moi je suis le docteur Bach, je suis oncologue médical au centre Saint-Yves, à Vannes. Et donc, moi, l'idée, c'était de vous faire une présentation sur le versant un peu plus thérapeutique, finalement, et de retracer les pathologies cancéreuses les plus fréquentes. Et donc, suite à la RCP et vos notifications dedans, comment on décide finalement de nos traitements, et on va voir que tout a de l'importance. Alors, bon, ben, puisque moi, je fais beaucoup de seins, enfin je traite beaucoup de cancer du sein, de poumon, urothélial et pas trop digestif, donc je mets pas m'étendre là-dessus, mais plutôt, comme c'est assez fréquent quand même, en parler un petit peu. Donc, je voulais revenir d'abord sur la fiche RCP. Donc, actuellement, je vous ai mis un exemple de la fiche RCP. Comment est-ce qu'elle est présentée? Donc là, j'ai repris un exemple, vous voyez, de l'année dernière. Donc là, typiquement, c'était un cancer de prostate. Donc, comme l'avait présenté Dr Rio Leclerc tout à l'heure sur les caractéristiques de cancer avec le glisone, etc. Vous voyez que c'est répertorié ici. Je ne sais pas si on a un pointeur, si vous voyez éventuellement quand je passe ma souris, mais vous voyez ici en rouge, on a les antécédents, comorbidité. C'est presque, enfin, c'est bien noté, hein, hypertension, cholestérol, diabète, mais voilà, c'est assez succinct. Ensuite, il y a l'histoire de la maladie et à proprement parler, la tumeur avec ça très bien, avec le TNM qui est rempli, le type de tumeur, le glisone. Donc ça nous permet quand même de finalement prendre une décision thérapeutique. Mais je voulais également refaire un petit point par rapport à finalement ce qui est bien et ce qui pourrait peut-être être un peu mieux. Donc, alors, antécédents médicaux, chirurgicaux, c'est tout le temps noté, mais familiaux, bon, après, c'est sûr que vous récupérez les informations via ce qui est donné par les médecins, mais je pense qu'il faudrait insister un petit peu sur une fiche type et les antécédents familiaux ont vraiment leur importance dans notre décision de traitement parce que, par exemple, on peut tout simplement dire consultation oncogénétique quand on voit qu'il y a eu 4 cancers dans la famille. Donc, quasiment, ça pourrait être un critère systématique sur toutes les fiches RCP, je pense. Ensuite, l'exogénose, bah oui, quasiment tous les cancers, la plupart des cancers
bon, épidémiologiquement, beaucoup de cancers ont un impact en lien avec l'exogénose, le tabac ou l'alcool et d'autres facteurs éventuellement, mais ça pourrait être mis. Les traitements en cours, c'est souvent rempli aussi, donc ça c'est bien. L'histoire de la maladie, les tumeurs, les questions, tout ça c'est bien rempli. Alors, donc, par exemple, dans le cancer du sein, la TNM, très importante, surtout pour les stades localisés. Donc là, vous voyez à gauche le tableau assez trop complet, assez imbuvable, mais globalement, on retient le T1, T2, T3, T4, et on prend simplement la taille pour le différencier. À noter, je vous ai mis l'image d'un sein typiquement T4, c'est-à-dire un peu inflammatoire. Donc vous voyez, ça a cet aspect-là finalement. Donc comme disait professeur Rioux-Leclerc, c'est que ça peut aller dans un organe à distance et finalement, vous voyez, la paroi thoracique, quand c'est un T4, et ça peut devenir inflammatoire. Le stade dans les cancers du sein, c'est peu utilisé. En fait, parfois, on en voit dans les indications de traitement, dans les AMM, que c'est marqué stade 1, stade 2, mais en fait, en pratique, en RCP, on n'utilise quasiment pas le stade. Je voulais quand même noter pour montrer que ça, comme pour tous les cancers, finalement, ça reprend les T et les N, et à partir de là, on fait 4 stades, tout cancer confondu finalement, hein, du plus localisé au métastatique, qui sera toujours le stade 4. Ou parfois, en fait, comme par exemple un peu l'exception, les tumeurs cérébrales, le glioblastome, qui a un stade 4, mais il n'y a pas de métastase finalement. C'est juste, c'est plutôt une histoire pour le coup, de grading et d'envahissement. Donc, dans les autres critères qui sont indispensables pour la RCP, pour un cancer du sein, donc en plus de la TNM, ça va être le Ki-67, donc on a déjà décrit auparavant, le grade, donc Ki-67, c'est l'index de prolifération. Le grade, c'est plus une association de 3 critères. Ensuite, les récepteurs hormonaux, très importants. L'HER2. Donc l'HER2, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais ça s'est un peu modifié ces dernières années. Donc on ne peut plus simplement répondre, on ne peut plus voir dans un compte rendu de RCP HER2 négatif ou positif, c'est pas possible parce qu'en fait maintenant on a des traitements. Attends, j'ai pas mis mon chrono. On a des traitements en fait, même si c'est un négatif, mais par exemple il y a un score 1+ ou 2+, et ben là on peut faire un traitement, ce qu'on ne faisait pas il y a encore 3 ans à peu près, enfin même moins en essai clinique. Donc vraiment important de maintenant tout le temps mettre HER2 score 1+, 2+ ou surexprimé positif, quoi. Alors, quel impact thérapeutique ça a? Effectivement, alors je vois pas avec. Voilà. Donc, par exemple, les grades, les stades. Enfin, d'ailleurs, c'était plutôt les grades que je voulais mettre là. Il y a marqué stade, mais c'était grade. Grade 3, typiquement, c'est très en faveur d'une chimiothérapie, donc d'où l'importance vraiment de remplir ce grade. Ensuite, le Ki-67, ben, en fait, le seuil, c'est 20%. Vraiment important, parce que plus de 20%, on considère que c'est plutôt agressif, donc ça irait vers une chimiothérapie, et vice-versa pour moins 20%. Les récepteurs hormonaux, nous, très, très important aussi, le seuil de 10%. En France, on considère que 10%, c'est plutôt le seuil positif, donc au-delà, et en dessous, c'est important de le mettre, mais on peut le considérer comme négatif. C'est pas pareil aux États-Unis. Et l'HER2, voilà, ça a une importance cruciale parce que c'est positif, on rajoute un traitement par une thérapie ciblée. Donc vous voyez, ça c'est vraiment les 4 points très importants pour que nous on décide de nos traitements, donc ça sur le plan localisé. J'ai pas fait de diapositive sur le plan métastatique, mais globalement c'est pareil. On n'a pas besoin du grade ni du moins on va dire du Ki-67, mais vraiment le récepteur hormonaux, l'HER2, vous savez, ça nous permet de dire c'est un cancer du sein, par exemple, est triple négatif, ou par exemple luminal A, luminal B. Donc ça, c'est nous qui interprétons par rapport aux données marquées dans la fiche RCP. Mais finalement, on retrouve les mêmes choses. Il n'y a pas comme dans beaucoup d'autres cancers où on cherche. Enfin, en plus, j'aurais pu mettre du coup pour le cancer du sein le PDL1, maintenant qu'on a droit de faire en plus de l'immunothérapie. Ça, c'est dans les critères anatomopathologiques, donc ce qui se réfère à la session d'aujourd'hui. Mais vous voyez, je parlerai un petit peu de biologie moléculaire, donc c'est un peu au-delà finalement de l'anapath pure parce que ça part en recherche un peu génétique, même si maintenant ça se fait aussi via les techniques NGS du coup ici, enfin en anapath. Et en fait, dans le cancer du sein, il y a le PDL1, mais il y a aussi le BRCA qui impacte directement nos traitements. Donc typiquement, on a d'autres paramètres en plus dont on peut se servir.
Ensuite, donc le cancer du poumon, donc ça c'est la classification à nouveau TNM. J'ai voulu reprendre ça parce que pour vous dire que c'est vraiment important dans les fiches RCP. Donc vous voyez, c'est toujours pareil, hein, quel que soit le cancer, il y a le stade qui est en fonction, qui est déterminé en fonction de la taille, le T, l'atteinte ganglionnaire, le N, et ensuite le M qui considère s'ils sont métastatiques ou non. Donc, les stades localisés, vous voyez, c'est les stades 1, 2, localement avancé, le stade 3, et comme d'habitude, le stade 4, le stade métastatique. Donc, à droite, vous voyez comment c'est résumé. Les critères immunohistochimiques dont on se sert en RCP pour la prise en charge, le PDL1, très important dans le cancer du poumon, le statut ALK et ROS1 qui est possible de le faire en immunohistochimie. Donc, ça, c'est des techniques en fait qui, en gros, quand vous avez finalement les premières biopsies, pour remplir une fiche RCP, il y aura théoriquement toujours marqué pour un cancer du poumon ALK ROS1 parce que c'est une technique d'immunohistochimie et qu'elle est quasiment tout le temps faite, même pour les stades localisés. Même si on ne s'en sert pas classiquement, mais normalement, vous pouvez récupérer cette information sur le compte rendu anatomopathologique. Ensuite, pour les stades métastatiques, là, on a besoin de beaucoup plus d'informations et donc là, ça nécessite un travail de biologie moléculaire, donc ce que je disais, le NGS, c'est le Next Generation Sequencing, donc où c'est une analyse maintenant qui se fait, nous, avant, c'était systématiquement envoyé à Rennes et désormais, ils ont ici possibilité de le faire le NGS. Donc, on a ces paramètres-là qui nous sont informés, donc renseignés, donc le GFR, le CARAS, le BRAF, ERBB2 et parfois MET, RET, NTRK si on fait aussi sur de l'ARN. Mais voilà, donc ça, c'est normalement des renseignements qu'il faut avoir si c'est un cancer du poumon métastatique. Sinon, on ne peut pas prendre une bonne. Donc, ça arrive qu'on mette dans nos comptes rendus si on ne l'a pas. Vous verrez après ce que je dis, chimiothérapie, immunothérapie selon driver. Mais pour qu'une fiche RCP soit bien remplie, il faut qu'à un stade métastatique, on ait normalement ces éléments-là, ou sinon, ça a été présenté presque un peu trop tôt par le médecin, inscrit trop tôt. Donc, le stade localisé pour votre culture, donc la chimiothérapie se discute dès lors où on est au-dessus d'un stade 2, avec une taille plus de 4 cm. Mais voilà, c'est discuté en fonction, bien entendu, du patient et de son état général. Ensuite, le stade métastatique. Donc, le stade métastatique, c'est crucial d'avoir le PDL1 parce que vous voyez, en fait, on a une réelle différence de possibilité de traitement en fonction de ce critère-là. Donc, s'il est plus de 50%, on a tous les choix. C'est-à-dire qu'on peut faire chimiothérapie seule, chimiothérapie plus immunothérapie ou immunothérapie tout seul. Donc, c'est le seul moment où on a autant de choix. Ensuite, la classification, normalement, c'est entre 1 et 49% également. Donc là, on a le choix. On ne peut plus faire immunothérapie tout seul, sinon c'est les mêmes possibilités. Et moins de 1%, pareil, on a ces deux possibilités-là. Donc ça, c'est sous réserve qu'il n'y ait pas de fameux, comme je vous disais tout à l'heure, les drivers moléculaires, ceux-là, GFR, CARAS, BRAF, ERBB2. On considère que ça, c'est négatif quand on prend en compte que le PDL1. Mais voilà, quand il y a un driver moléculaire, donc c'est d'où l'importance finalement de l'avoir dès le début de la RCP à un stade métastatique, parce que notre décision en dépend. Donc vous voyez, il y a plein de molécules différentes, selon même par driver, le GFR, par exemple, ça va être l'osimertinib, ça va être surtout celui-là, le Tagrisso, dont vous entendrez parler. Et ensuite, à l'intérieur même d'une mutation ou d'une amplification, un réarrangement plutôt ALK, on peut avoir différentes thérapies ciblées, statut BRAF, CARAS, ERBB2. Bon, c'est rare de trouver des cancers du poumon avec ces mutations-là, mais ils ont un pronostic bien meilleur que les autres, d'où l'importance d'avoir quand même, bien meilleur parce qu'on adapte le traitement, d'où l'importance d'avoir ce statut-là pour prendre une bonne décision. Donc les types de chimiothérapie, je les ai juste rappelés, mais je pense que vous en avez souvent, vous les avez vus passer ces noms-là. Donc c'est les fameux platines, avec le carboplatine, le cisplatine et les autres chimiothérapies très classiques. Et à la fin, vous voyez, il y a marqué le bevacizumab, donc là c'est l'Avastin que l'on retrouve également dans les cancers digestifs ou même les cancers du sein. Ensuite, les cancers urothéliaux et organes génitaux. Donc, il y a la vessie, le haut appareil urinaire, les reins, la prostate, pour être plus, on va dire, dans les grandes largeurs des cancers les plus fréquents. Donc, au niveau de la vessie, là, je vous rappelais
le type de stade que ça peut être en fonction. Là, en fait, le TNM, là, on n'est plus au niveau de la taille de la tumeur, mais plutôt de son envahissement. Donc, vous voyez que là, il y a sur la droite, on voit les différentes couches du tissu naturel. Et en fonction de l'envahissement, vous voyez, quand on va jusqu'à du tissu adipeux, du muscle profond, du muscle, l'atteinte est différente, T3. Donc, par exemple, quand on a une atteinte, vous voyez, qui peut aller jusqu'à la graisse, on va être sur le T3. Et quand on a le muscle sur le T2, ça, c'est pour les formes localisées où c'est très important d'avoir ça parce que finalement, entre un T1 et un T3, ce n'est pas du tout la même prise en charge. Et à partir du T2, finalement, les prises en charge se ressemblent. Donc, de quoi on a besoin également lors de la présentation du dossier pour la décision, c'est toujours l'immunohistochimie maintenant pour les cancers de vessie avec le PDL1 parce que jusque-là, finalement, le simple fait de savoir que c'était PT2, ça suffisait avec le N finalement à prendre une décision. Mais depuis début d'année, on a le droit de faire de l'immunothérapie adjuvante, donc par nivolumab, et ça dépend par contre du PDL1. Donc c'est pour ça que c'est indispensable pour les cancers de vessie opérés d'avoir le PDL1 quand ils sont présentés. Et ça, je me bats en RCP pour ça, c'est d'avoir aussi la fonction rénale. Donc si on a une présentation de dossier de cancer de vessie à un stade localisé, que le patient a été opéré ou justement pas encore opéré, il faut absolument avoir la fonction rénale. Parce que c'est une perte de temps que, en fait, de dire, par exemple, chimiothérapie néoadjuvante, alors qu'en fait, le patient n'a pas une bonne fonction rénale, parce que tout simplement, la chimiothérapie prouvée efficace dans le cancer de vessie, dans une forme néoadjuvante ou adjuvante, c'est avec le cisplatine. Donc ça, vous le voyez souvent aussi comme proposition de traitement, mais le cisplatine se fait uniquement chez les gens qui ont une bonne fonction rénale. Et finalement, c'est une perte de temps pour le patient parce on doit aller vite dans ces situations néoadjuvantes que de proposer chimiothérapie néoadjuvante sous réserve de la fonction rénale. Parce qu'après, moi, le patient, typiquement, l'oncologue ne le voit pas le lendemain de la RCP, le voit une semaine, maximum 10 jours après. On lui fait une prise de sang, c'est pas bien, et là on a perdu 3 semaines alors que le patient il pouvait se faire opérer quasiment dès le lendemain de la RCP, quoi. Donc à la limite, il faudrait que dès que vous avez un cancer de vessie localisé, que le chirurgien vous donne, mais bon après ça dépend pas que de vous, hein, mais que le chirurgien donne la fonction rénale. Ensuite, le stade métastatique, donc le PDL1, pareil, qui est utile. Donc, même si finalement, en première ligne de cancer de vessie métastatique, c'est de la chimiothérapie actuellement encore validée, mais ça pourrait bouger. Et le statut FGFR, donc ça pareil, c'est de la biologie moléculaire et c'est dans les stades ultérieurs, on va dire. Donc, c'est rare qu'il y ait une mutation, mais retenez surtout PDL1. Donc, les stades localisés, quand il y a une décision de chimiothérapie adjuvante ou néoadjuvante, donc je rappelle que néoadjuvante, c'est avant la chirurgie, adjuvante, c'est après la chirurgie. Donc, ça a été prouvé que ça avait un intérêt uniquement sur les atteintes importantes, c'est-à-dire avec un gros T, T3 ou T4, et une atteinte ganglionnaire. Donc, c'est pour ça qu'on met N+. Et maintenant, on a droit l'immunothérapie que si le PDL1 est supérieur à 1%. D'où l'importance d'avoir ce résultat-là. À un stade métastatique, la chimiothérapie première, puis l'immunothérapie d'entretien. Donc ça peut souvent être, finalement, on peut souvent le mettre en décision thérapeutique dès le départ du stade métastatique, parce qu'on valide la chimio, ça évite de représenter le dossier une deuxième fois, parce qu'en fait, ce qui est le standard, c'est chimiothérapie, puis immunothérapie d'entretien. Et du coup, ça peut être une proposition de traitement très, très classique, ça. Ensuite, le cancer du rein. Alors, le cancer du rein, c'est un peu plus simple. Il y a moins de subtilité. Hein. Le TNM est important dans le stade localisé, même si, il commence à y avoir une indication de traitement adjuvant, mais en fait, finalement, jusque-là, la TNM dans le cancer du rein servait juste en termes pronostiques, de savoir si finalement il y avait un gros risque de récidive, mais en fait, il y avait, moi, pour mon point de vue d'oncologue, jamais de traitement adjuvant proposé. Donc finalement, le patient est opéré, il a un cancer du rein, on connaît sa TNM, c'est uniquement pronostic. Mais maintenant, il y a eu un essai qui a été fait avec de l'immunothérapie, qui est discutable sur les résultats, mais on a néanmoins l'autorisation de faire, il y a une AMM pour faire du pembrolizumab en adjuvant, sous réserve qu'il y a en fait, il résume ça à dire qu'il y a un haut risque de récidive. Donc après, chacun voit midi à sa porte en termes de haut risque de récidive, mais classiquement, on considère le T et le N.
Et par exemple, les stades métastatiques M1 opérés, parce que ça arrive dans les cancers du rein que facilement ils opèrent la surrénale, par exemple. Donc le patient est considéré M1, mais opéré. Et donc là, on pourrait faire de l'immunothérapie parce que au risque de récidive, mais c'est débattu parce que voilà, il y a des gens qui pensent qu'il faut les considérer complètement métastatiques, ces gens-là, et qui finalement, ils n'ont pas à avoir un traitement adjuvant. Mais c'est pas en fonction du statut PDL1. Autant, vous voyez, quand je vous parlais du cancer de vessie, du cancer du poumon, cancer du sein, c'est tributaire du taux de PDL1. En revanche, là, l'AMM pour le pembrolizumab, c'est pas en fonction du taux de PDL1. Quel que soit le PDL1, on peut lui faire une immunothérapie. Ensuite, le stade métastatique, donc ça aussi, c'est assez important finalement de l'avoir systématiquement dans la fiche RCP quand vous avez un cancer du rein, au même titre quasiment que le Gleason qui est marqué, qui est déjà pré-rempli, on va dire, dans vos fiches pour que ça soit systématique. Donc c'est bien, mais l'IMDC pour le cancer du rein métastatique devrait l'être tout autant parce que c'est recommandé. C'est recommandé dans les référentiels parce qu'on s'en sert pour adapter nos traitements parce que tout simplement c'est les traitements, pareil, on leur AMM selon ce stade risque favorable, intermédiaire ou de mauvais pronostic ou défavorable. Donc, par exemple, à un stade localisé, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a jamais de chimiothérapie dans un cancer du rein. Si vous voyez marqué ça, c'est pas bon, ça n'existe pas. Pas de thérapie ciblée non plus prouvée que c'était intéressant. Par contre, comme je vous disais, l'immunothérapie. Donc, comme disait aussi le professeur Riou Leclerc tout à l'heure, que sur les profils sarcomatoïdes, c'est important de l'avoir dans les résultats de la NAPAT parce qu'en fait, on sait que c'est des profils plus immunosensibles et que l'immunothérapie a clairement une efficacité supérieure dans ces profils-là. Et donc, nous, dans nos décisions, de savoir que c'est un profil sarcomatoïde, c'est important. Donc, le stade métastatique, donc là, on a plusieurs options. Soit on peut faire une thérapie ciblée toute seule, donc c'est les TKI, soit une thérapie ciblée plus une immunothérapie, soit une double immunothérapie. Et ça, effectivement, ça dépend de la fameuse classification IMDC, ou parfois des soins trop forts, donc c'est possible de conclure à ça. Alors, cancer digestif, rapidement, parce que j'avais dit, bon, j'ai 15 secondes, parce que j'avais dit que j'en parlerai, mais vous voyez, je vais être très succinct. Il y a les stades localisés et les stades métastatiques. Là, les caractéristiques, c'est la TNM et le PMMR dans ce que finalement on doit rendre, on doit mettre dans le compte rendu de la fiche RCP, parce que grâce à ça, on a nos critères, nous, pour dire chimiothérapie ou non. Pour les stades métastatiques, on va un peu plus loin, avec notamment le statut RAS et le statut BRAF, et pareil, le statut MMR. Alors, statut localisé, on dit chimiothérapie si c'est au moins un stade 2. Stade 3, c'est certain. Stade 2, c'est à discuter parce que, en fait, voilà, en fonction du MMR, par exemple, donc ça, c'est mismatch repère. Donc, c'est propre à chaque tumeur, c'est-à-dire si elles ont des mutations dans les systèmes de voies de réparation et s'il y a une instabilité à ce niveau-là. Et bref, et donc s'il y a une instabilité, entre guillemets, c'est des cancers moins agressifs et donc moins d'indications de chimiothérapie. En stade métastatique, donc c'est une chimiothérapie plus une thérapie ciblée et pareil, on décide selon le statut RAS ou BRAF. Donc ça, je vous rappelais justement ce que je disais tout à l'heure et voilà, j'avais terminé. Je ne suis pas revenu sur le cancer. On aurait pu parler juste par rapport à la TNM pour le cancer de l'œsophage et de l'estomac, juste de préciser que maintenant il y a l'HER2 aussi qui est important dans ces cancers-là. L'HER2 comme le cancer du sein parce qu'il y a une indication de traitement et aussi le PDL1. Donc maintenant dans les cancers digestifs, vous avez aussi le PDL1 et l'HER2 pour certains organes. Voilà, donc j'ai terminé d'un peu plus de 15 minutes. Merci beaucoup. Passer à la partie questions. Voilà, tout à fait. Alors, il y avait une question tout à l'heure qui n'avait pas pu être posée. C'était pour professeur Riou Leclerc. Alors, la question, c'était de savoir si engainement périnerveux était égal à envahissement. Alors, votre micro est coupé. Hein. Je ne sais pas si vous êtes... En tout cas, on n'entend pas. Ou si quelqu'un d'autre peut répondre éventuellement. Oui, oui, je vois effectivement, envahissement, gainement, périnerveux, oui, c'est tout à fait synonyme. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas, les micros sont coupés de... Donc, n'hésitez pas à ouvrir votre micro pour poser votre question. Bonjour, c'est Edeline Donkovan.
Moi, j'avais une petite question. Parfois, on voit apparaître sur des comptes rendus ANAPAT PN0, par exemple, L, V. Ça correspond à quoi? Alors, ce sera plutôt dans les cancers du côlon. Ce sont les emboles, en fait. Les emboles L pour lymphatique, V pour veineux. D'accord, merci. Je suis Delphine d'Ancovan aussi, également. Je voulais savoir la différence entre un ganglion sentinelle et un ganglion de voisinage dans le cancer du sein. Donc oui, le ganglion sentinelle, c'est un ganglion. Donc le chirurgien va injecter au niveau de la tumeur un produit traceur qui va être capté par les lymphatiques et qui va aller se fixer dans le premier relier ganglionnaire, donc le ganglionnaire, le ganglion le plus proche de la tumeur. Donc c'est ce ganglion qui est désigné comme le ganglion sentinelle, et c'est sur celui-ci qu'on va déterminer le statut ganglionnaire. Il arrive que parfois, en plus de ça, il attrape un autre ganglion qui, lui, n'est pas le ganglion sentinelle. Euh, donc, dans la théorie, et c'est vraiment en général en pratique, c'est que le ganglion sentinelle va être le premier envahi en cas de métastase ganglionnaire. Donc, euh, le ganglion non sentinelle, le ganglion de voisinage est mentionné, mais ce n'est pas sur celui-ci qu'on fait la stadification. D'accord. Mais il n'est pas considéré comme sentinelle. Il n'est pas considéré comme sentinelle. Ok, merci. C'est toujours Edeline, Avan. J'ai une dernière question. Parfois, on entend les médecins parler de HER de low. Ça veut dire quoi? Bah, l'HER de l'eau, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est initialement, on va dire que c'est l'HER2 surexprimé. C'est celui qui va être 3 croix ou 2 croix et ensuite qui montre une surexpression avec une autre technique. Et du coup, les HER de l'eau, ça va être le score 0, le score 1+, le score 2+, et le 2+ non surexprimé, quoi. Donc, en fait, c'est tout ce qui est pas le surexprimé. En fait, ça, la HER de l'eau, on n'en entend parler que maintenant parce qu'avant, ça n'existait pas, comme il n'y avait pas encore de traitement possible par rapport à ça, quoi. Et maintenant qu'on a le traitement qui s'appelle l'Énertu, là, et ben, enfin, oui, et ben, du coup, on a cette notion d'HER de l'eau. Ok, merci beaucoup. Du coup, vous avez compris ou pas la subtilité, c'est la HER2 score 3 croix ou surexprimé, quoi. Alors, c'est Nathalie à Rennes. Ah, oui, bonjour, c'est Nathalie à Rennes. J'aurais également une question par rapport à la différence entre luminal A et luminal B. Est-ce que c'est possible de nous expliquer à quoi ça correspond? C'est en fonction de l'immunohistochimie qu'on mentionnait tout à l'heure, c'est une classification en partie immunohistochimie, qui est basée sur l'immunohistochimie, luminal A, luminal B, triple négatif ou HER2. Il y a quatre grands groupes de tumeurs en fonction de leur profil d'expression. Donc les tumeurs HER2, celles qui seront HER2 3 croix ou HER2 amplifiées. Les tumeurs triple négatives qui n'expriment aucun de ces trois marqueurs. Et ensuite, entre les tumeurs qui expriment les récepteurs aux oestrogènes et les récepteurs hormonaux et qui n'expriment pas l'HER2, ne surexpriment pas l'HER2, on va distinguer luminal A qui exprime fortement les récepteurs hormonaux avec un index de prolifération plus faible, donc des tumeurs qui sont moins agressives, et puis le luminal B qui souvent n'exprime pas ou peu la progestérone, et puis un index de prolifération plus élevé. Que vous, à Rennes, dans vos codes rendus, vous mettez luminal A ou luminal B? Ça peut être écrit dans les courriers des médecins, Ouais. mais ce n'est pas renoté sur la fiche RCP en tous les cas. Et pas dans la NAPAT. Et pas dans la NAPAT, non. Ok. Excusez-moi, je vous rejoins. Ça fait 10 minutes que j'essaye de me reconnecter. C'est Nathalie Rioux. Oui, on voyait ça. J'ai essayé d'appeler Madame Carmarek, mais elle ne répondait pas. Alors, Oui, bah, ça ne devait pas être sur mon numéro, je pense, effectivement. Vous aviez peur des questions. vous m'avez donné. Bon, c'est pas grave. Je pense que Dr Le Flack a tout à fait bien répondu s'il y avait eu des questions à NAPAT. Je suis vraiment désolée.
On avait une question, ça avait été envoyé entre deux types histologiques, entre un adénocarcinome libercunien bien différencié, est-ce qu'on le cote en adénocarcinome bien différencié ou en adénocarcinome de type libercunien? Parce que, bon, c'est ce que ça, je pense que ça n'a pas tant d'importance. D'accord. L'important, ce serait vraiment de le quantifier en adénocarcinome avant donc le A7 qui est vraiment le plus important, et puis avant de partir sur une classification plus précise. Les deux sont vrais. S'il est bien différencié, ce sera A7 à 1, et puis s'il est ubercunien, ce sera, je ne connais pas le code d'ailleurs. C'est M3. On a la Je l'ai possibilité, vu. nous, de mettre autant de codes handicap qu'on veut, mais je ne crois pas que ce soit le cas pour vous. Donc, Non, nous, effectivement, on a la vaut mieux possibilité être de plus mettre large. qu'un seul cas, en fait, et c'est vrai que du coup, il y a Hmm. des fois, quand on a des cancers avec des carcinomes avec plusieurs composantes, c'est vrai qu'on est toujours embêté à savoir de coup lequel côté en fait dans le bloc tumeur pourrait être le plus cohérent possible avec la pathologie. Hmm. Effectivement, bah après, à moins d'erreurs dans le cas d'handicap dans le compte-rendu, celui il est quasiment systématiquement mentionné à la fin du compte-rendu. C'est pour ça que je reprenais un peu la structure, puisque vous pouvez, après, en fonction des premiers caractères, identifier quel code ça s'applique à quoi. Ça peut peut-être vous guider si vous avez des questions là-dessus. D'accord. Sinon, c'est rapporté quand même dans la conclusion. Vous n'êtes pas d'accord, docteur Le Flaek? La différenciation, elle est quand même reprise dans la conclusion. Donc, quand vous ne savez pas, en général, faites un copier-coller de ce qui suit après adénocarcinome. C'est bien, moyennement, on peut différencier libercunien. Et en règle générale, il y a un anapathe à l'RCP. Donc, si vous ne savez pas, on le reconfirme. C'est vrai que les codes handicap, dans le privé, je pense que vous codez hyper bien. Nous, on a parfois des jeunes internes ou des assistants et il peut y avoir des erreurs chez nous sur le code handicap, hein. Oui, de toute façon, ça dépend beaucoup des personnes, hein. Ouais. Oui, bonjour, c'est Pascal à Rennes. Moi, j'aurais voulu savoir comment ça fonctionnait pour les tumeurs rares. Qui fait quoi pour inscrire une anapathe rare dans un réseau, en fait? Est-ce que ça part de l'anapathe ou est-ce que ça part de la chirurgie? Non, les chirurgiens, sûrement pas. Pascal, quelle question? Mais non, J'ai reconnu votre voix. mais non, parce que quelquefois, on nous dit dans le compte-rendu de la RCP, inscription à Renaten ou autre chose, et quelquefois on a du mal à dissocier est-ce que c'est une rediscussion dans une RCP spécialisée tumeur rare, ou si c'est quelquefois une relecture, mais comme quelquefois ils disent relecture TMRO par exemple, mais c'est déjà noté dans la NAPAT que c'est parti en relecture. Donc, Mais c'est parce que ça fait partie des conclusions de la RCP. Donc, comme c'est un carcinome endocrine, il faut une relecture rénatène, même si nous, on l'a mis dans notre conclusion. Donc, je pense qu'il faut la remettre. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, docteur Bass ou Le Flaek. Oui, oui, je suis Bah, d'accord. ouais. Enfin, spontanément, l'ANAPAT doit envoyer le Oui. cas en relecture quand c'est indiqué, et la RCP doit le rappeler. Donc, je pense que si ça doit en plus être discuté en RCP spécialisé, ce qui arrive, ce sera clairement mentionné au cours de la RCP. Et comme après, on peut pas prendre de décision sans cette relecture, c'est pour ça que ça montre qu'on a besoin de la relecture pour prendre la décision, quoi. mais ça part pas systématiquement de l'anapathe. Si, en règle générale, oui. Mais Ouais, pas forcément. Parfois, ça peut être une métastase qui est vue d'un cancéraire endocrine, qui est vue par, je sais pas moi, une métastase. Et en fait, on a besoin d'une relecture quand même rénatène sur la métastase. d'accord. Après, il y a deux questions aussi dans ce que vous dites, je pense. C'est qu'il y a effectivement la relecture. Donc ça, c'est vous, les anapathes, je pense, qui vous en occupez de tout de suite renvoyer. Mais par exemple, si on a fait appel à des RCP de recours, type les tumeurs rares de l'ovaire, ça va quand même, ça, c'est pour le coup, c'est au chirurgien quand même en fait, d'inscrire le dossier en RCP tumeurs rares de l'ovaire, quoi. Je pense pas que ce soit à l'ANAPAT qui a traité la demande de prendre qui va le faire, parce que je veux dire, je pense que c'est le chirurgien pour le coup de se débrouiller pour le faire. Non? Je pense que Oui, c'est très confus en fait en fonction des territoires et en fonction des pratiques de chaque médecin. Certains le font directement, certains attendent le passage en anapathe et du coup en fait
on n'a pas une conduite à tenir suffisamment claire, en fait, je pense, au niveau régional, et je pense que c'est un peu médecin dépendant. Ouais, D'où j'espère qu'il y a pas l'importance de la de- RCP, effectivement, parce que c'est à la RCP où tout le monde se retrouve et c'est là qu'il doit y avoir soit une demande de RCP nationale pour de recours, comme vient de le dire le docteur Bass, ou alors une relecture dans un réseau. C'est différent de faire passer un patient dans une RCP nationale où là, c'est la prise en charge thérapeutique qui va être discutée, d'une relecture ANAPAT dans un réseau. Hmm. Mais la RCP, si c'est marqué, enfin la RCP, enfin j'en sais rien, ça c'est surtout Dr Bass qui doit dire. Mais la RCP, c'est pas incongru qu'une RCP note relecture dans le réseau Renaten, relecture dans le réseau TMRO et passage en RCP national. Hmm. Non, 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 c'est ça. Mais après, la question, c'est de savoir, j'ai l'impression, enfin, si je comprends bien la question, c'est de savoir qui s'en occupe. Mais la relecture, bah, ça part par votre intermédiaire. Donc, je pense, vous, enfin, je veux dire, nous, on marque relecture. Après, comme vous disiez, de toute façon, c'est souvent marqué dans votre code rendu que c'est en cours de relecture. Enfin, c'est ce que je comprends bien. Mais Ouais, c'est par ça. contre, quand on dit RCP de recours, tumeur rare de l'ovaire, et ben là, c'est le médecin qui a inscrit le patient, et ben, qui doit faire qui doit faire la demande. Et après, comme bah, j'ai entendu, c'était très médecin dépendant. Bah, je ne sais pas s'il faut dire il faut faire avec ou non. Je pense que ça serait bien que ça soit assez unanime, collégial et que partout tout le monde fasse pareil parce que comme ça, il n'y a pas de loupé. Et par exemple, si un nouveau médecin arrive, si je sais pas, quelqu'un est en vacances ou des trucs comme ça, il peut y avoir des loupés dans ces cas-là. Donc, mais je pense théoriquement, ça serait quand même plus aux médecins parce que c'est quand même assez particulier, hein, les tumeurs rares. Je ne sais pas si vous, secrétaire de RCP, vous avez facilement accès à toutes ces tumeurs nationales et si vous avez des problèmes rencontrés pour les inscrire. Mais les médecins, ça arrive pas souvent en plus, hein, Non, mais les médecins. Faire. trouver. C'est plus d'avoir l'information, en fait. C'est-à-dire que nous, on nous demande a posteriori le nombre de tumeurs rares qui sont passées dans tel ou tel RCP. On n'est pas capable aujourd'hui, enfin, les secrétaires ne sont pas capables aujourd'hui de distinguer ce qui relève de la tumeur rare ou ce qui n'en relève pas. Et c'est ce manque d'information, en fait, derrière qui peut porter à confusion, en fait. C'est Ouais. peut-être la question qu'il faudrait revoir. Qu'est-ce qu'une tumeur rare et qu'est-ce que, avant de pouvoir y répondre. Merci beaucoup. C'est ça. Ouais, c'est quand même des sujets assez, je pense que c'est assez particulier là. Enfin, c'est en tout. Le problème, c'est on va avoir une évolution des référentiels RCP qui va imposer vraiment des RCP spécifiques pour toutes les tumeurs rares. Et que je pense qu'il y a encore, enfin, même quand elles seront mises en place, il y aura encore des confusions et que les médecins n'inscriront pas forcément, parce qu'il y a des fois, ils demandent à leur secrétaire d'inscrire dans la bonne RCP. Et c'est vrai que c'est indispensable que nous, on puisse savoir effectivement ce qui relève de la tumeur rare ou pas pour au moins réorienter et interroger un médecin en lui disant est-ce que c'est pas finalement en RCP de tumeur rare qu'il faut le passer et pas dans la RCP standard. Voilà. C'est surtout par rapport à l'évolution des RCP qui va avoir lieu courant d'année prochaine, quoi. Et je pense que c'est important de travailler aujourd'hui dessus pour être au carré l'année prochaine. Parce que bon, c'est vrai que nous, le territoire de Rennes, du coup, on recense, enfin, on va être le territoire, il va y avoir le plus de RCP de tumeurs rares parce que ça va être que ceux qui seront labellisés 1K qui vont pouvoir les mettre en place. Et du coup, on va être ceux qui vont être le plus sollicités, en fait. Du coup, c'est vrai qu'on s'y intéresse peut-être plus à cause de ça. Après, est-ce que c'est pas nous en RCP Uro, je parle pour l'uro parce que je suis plutôt en uro, quand il y a des tumeurs rares, elles passent de toute manière en RCP Uro et sur la RCP Uro, on dit faire voilà, passer à la RCP j'en dis quoi tumeur rare de je sais pas quoi. Et en fait, c'est pas grave si elle passe à 2 RCP, non? Non. Voilà, c'est ce que j'allais dire, que de toute façon, normalement, il y a justement plusieurs garde-fous, entre guillemets, et que justement, la RCP, la première fois où elle est inscrite, soit elle est mal inscrite, mais au moins, il y aura marqué à ce moment-là à réinscrire en tumeur rare, et vous, pour vos recueils de données, entre guillemets, vous aurez eu marqué quelque part tumeur rare, donc vous saurez que ce dossier-là, c'était tumeur rare. Et puis, au fur et à mesure, en fonction de l'évolution, comme vous dites, des inscriptions de dossiers en RCP, je pense que ça ne sera pas du jour au lendemain où tout le monde sera dans les clous et qu'au fur et à mesure, les médecins verront
bah tiens, ça a changé, cette tumeur-là, il y a une RCP qui existe, et je l'inscrirai dans la bonne RCP. Je pense qu'au début, ça va être progressif, tout ça, quoi. Ah oui, tout à fait, ça va être progressif, mais du coup, c'est vrai qu'on essaie déjà, en fait, c'est parce qu'on essaie déjà de le faire depuis quelques mois, ne serait-ce que sur les tumeurs rares gynéco, et ne serait-ce que sur celle-là, alors qu'on nous a donné une liste quand même relativement exhaustive, on a encore des difficultés effectivement à les passer sur la bonne RCP. Donc voilà, on essaie déjà de le faire sur une spécialité, c'est déjà compliqué. Quand il va falloir le faire sur toutes les spécialités, ça va être encore plus compliqué. Donc, mais oui, ça va se faire au fur et à mesure et Ouais. on s'adaptera. C'est encore Pascal à Rennes. C'est une question sur les termes utilisés. Quand les anapathes, vous commencez par localisation d'une. Est-ce qu'on doit l'entendre comme un primitif ou plutôt comme une métastase d'un carcinome ou d'un. C'est la difficulté de l'anapathe, c'est que nous, on n'a qu'un petit bout du patient et pas forcément la globalité, on n'a pas forcément toutes les informations. Donc, on voit un carcinome, on va parler d'une localisation. Si on ne voit pas de ganglion et qu'on nous a adressé un ganglion, nous, on est forcément un petit peu embêté. Donc, effectivement, localisation, dit comme ça fait plutôt évoquer une métastase, mais c'est l'ensemble des données qui permet de trancher. C'est pas systématique, quoi. Et on a quelquefois du mal parce que nous, dans nos fiches, on essaie pour l'histologie de trouver le primitif. Et quelquefois, on a du mal dans le compte-rendu à ressortir le primitif exact, enfin surtout quand il s'étend un petit peu, quoi. Nous aussi, c'est des rassurant. questions on n'a pas. C'est effectivement, on a quelques marqueurs qui nous permettent on a beaucoup de marqueurs même qui nous permettent de préciser l'origine d'une métastase, mais il y a beaucoup de cas où on ne peut pas être formel et où on confronte au reste, notamment la radiologie, pour déterminer qui est le primitif et qui est la métastase, d'où vient cette métastase. Et ça arrive qu'on ne puisse pas répondre. D'accord. Parce qu'après, Pascal, il y a aussi un autre cas de figure, c'est qu'on peut avoir une véritable métastase et après, on peut avoir une récidive avec une extension loco-régionale de la tumeur qui a récidivé en local et puis qui envahit tout par contiguïté le péritoine. Et dans ce cas-là, ce n'est pas vraiment une métastase, c'est plutôt une récidive avec extension loco-régionale. Et donc, comme disait le docteur Leflecq, on dit plutôt localisation quand on n'est pas sûr que c'est vraiment une métastase. Et ça, c'est plutôt la personne qui remplit la fiche RCP qui devrait bien le noter, parce qu'eux, ils savent mieux que nous. Oui, mais nous, c'est les secrétaires de RCP qui remplissent ce petit bloc tumeur. Et c'est quelquefois, on s'arrache un peu les cheveux en se disant, bon, on essaie de rester le plus vague possible quand on ne sait pas, quoi. Mais on se pose quelquefois des questions, quoi. Ouais, c'est sûr, parce que ça ne va pas être évident, c'est sûr. Mm. Ce bloc tumeur qui a visé. Ah non, vous parlez du. Non, mais le bloc, en fait, ce que nous on l'encart. appelle le bloc tumeur, c'est la partie cotation de la fiche RCP, en fait. C'est vrai qu'on a une Oui, terminologie qui nous primitif, est- métastase, Voilà, c'est ça. c'est ça. Voilà. Donc Ok. là, on renseigne en fait le siège, si c'est un primitif, Mhm. métastase, le type histologique, enfin voilà, et le PTNM, voilà, c'est cette partie-là de la fiche RCP qu'on appelle bloc tumeur en fait, D'accord. chez nous, qui permet de décrire en fait et de ce que nous on appelle de coter en fait finalement la tumeur dans la fiche sert pour RCP. les statistiques aussi. À l'inverse, on ne se rend pas compte des problèmes que vous avez pour remplir les fiches RCP, Pascal, maintenant que vous nous posez toutes vos questions. Voilà, il y a des spécialités où c'est plus ou moins compliqué oui. parce que vous parliez tout à l'heure, notamment dans le cancer du sein, des types principaux et que parfois c'était associé à un carcinome in situ. On ne sait jamais s'il faut qu'on fasse 2 blocs tumeurs différents pour les 2 tumeurs différentes ou si finalement juste le fait de préciser qu'il y a un carcinome in situ associé, ça suffit ou est-ce qu'il faut faire un bloc tumeur spécifique pour ce carcinome in situ. Donc, Bah ça peut être précisé dans le détail de l'histologie, effectivement. Est-ce que ce carcinome in situ, il est juste associé à la tumeur? Non, ça en général, c'est précisé. Est-ce qu'il est juste associé à la tumeur, mais finalement, c'est vraiment la tumeur infiltrante qui est importante et c'est elle qui est prise en charge? Ou est-ce que ce carcinome in situ, qui peut également poser des gros problèmes de prise en charge, est vraiment l'objet de la discussion? Mais ça dépend de la discussion.
Oui, c'est ça, parce que finalement, enfin, d'après ce qui a été expliqué tout à l'heure, c'est que ça peut avoir son importance quand même, et l'un ne va pas sans l'autre, et les prises en charge ne sont pas forcément les mêmes. Oui, d'ailleurs, il peut être discuté seul le carcinome in situ. Il peut ne pas y avoir des filtrants et pourtant avoir de la chirurgie et des questions qui se posent. Ok. Tout à fait, ouais. S'il y a de l'in situ associé selon sa taille, on peut décider de faire une mastectomie ou juste une tumorectomie, et les marges nécessaires pour le chirurgien ne sont pas les mêmes non plus. Donc je pense qu'il faut être le plus exhaustif possible finalement dans l'in situ, et parfois, si vous avez les données dans le compte rendu, vous devez les retranscrire telles quelles. Non, mais c'est ça, on les retranscrit telles quelles dans l'histoire de la maladie, mais c'est dans la partie cotation où effectivement, on se pose toujours la question. Donc effectivement, généralement, on code plutôt l'infiltrant que l'in situ, mais voilà, c'était de se dire, effectivement, dans la cotation derrière, mais après, les conclusions d'Anapat, on les remet toujours en entier, donc il y a forcément l'information dans la fiche. Il y a d'autres questions? Le professeur Yves Leclerc a dû avoir des problèmes encore de déconnexion, j'imagine, je ne la vois plus. Je sais qu'on avait envoyé une question sur les tumeurs germinales séminomateuses. Et du coup, sur la cotation, parce que on n'a pas de code en fait handicap pour Ben, ces tumeurs-là. en fait, on différencie le séminome des autres, mais des autres, il y en a plusieurs. J'ai repris les débuts, en tout cas, des codes lésions dans mes diapos donc pour les Ouais. testicules. Donc, le séminome, c'est G7K0. Après, vous aurez du tératome, du choriocarcinome, du carcinome embryonnaire, de la tumeur vitelline. Chacune de ces tumeurs a un code spécifique. Il y a même des codes pour l'association de 2. Je ne crois pas qu'il y ait l'association de 3 ou de 4, alors que c'est fréquemment le cas. Normalement, dans le compte rendu d'orchidétomie, vous avez le pourcentage de chaque cellule. Je pense que si vous limitez aux deux principaux contingents, c'est déjà bien. D'accord, merci. Très bien, bah merci. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. 13h57, on tient les temps. Professeur Yves Leclerc m'a dit qu'elle n'essayait pas de se reconnecter vu l'heure. Du coup, je pense qu'on va pouvoir clôturer. Merci beaucoup à tous. Je me permets juste une dernière question. Ah bah Est-ce oui, que je t'en prie. on a regardé, là, on a refait quelques anapates qu'on avait dans nos dossiers. On se rend compte que le PDL1, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup en fait en dehors de la spécialité thorax. Ouais. Et du coup, en fait, ça va devenir systématique ou pas récurrent, parce que là, pour l'instant, on l'a jamais trop vu dans d'autres spécialités. Donc, Bah, c'est vraiment de sur plus en demande. plus, hein. Après, c'est pas systématique, mais en fait, nous, on a des traitements dont l'AMM dépend de ce statut-là. Donc, il arrive qu'on demande a posteriori aux anapathes, est-ce que tu peux reprendre et demander le PDL1? Mais c'est vrai que si on l'avait dès le départ, lors de la fiche de RCP, typiquement un cancer de vessie maintenant localisé, opéré, PDL1, ça sert. Même quasiment une biopsie d'un PT2 de vessie, parce qu'en fait, on sait à partir de là qu'après, on pourra faire de l'immunothérapie aussi derrière. Le sein, les triples négatifs, donc ceux qui sont sans hormones et HER2, pareil, le PDL1 nous sert parce que ça détermine si on peut faire de l'immunothérapie avant la chirurgie et même en métastatique. Donc, ouais, il n'y a pas que le thorax, hein, loin de là. Non, effectivement, il y a vraiment le poumon dans lequel ça va être systématique. Nous, on ne se pose pas de questions, on va le faire d'emblée. Et puis, il y a donc là, les cas dont vient de parler le Dr Bass. Moi, je fais systématiquement sur les T2 de vessie dès la biopsie, justement parce qu'elles sont mieux fixées et que le résultat est plus fiable. Dans les triples négatifs du sein, on en a aussi pas mal de demandes en ORL. Mais effectivement, tout ça, c'est souvent des demandes qui arrivent secondairement aussi, en RCP ou de l'oncologue. Ça peut ne pas apparaître dans le compte rendu initial parce qu'il y a un compte rendu complémentaire qui a été fait derrière aussi. Oui, du coup, peut-être aussi prévoir une évolution de nos fiches aussi pour qu'effectivement, on puisse le renseigner en fait sur l'ensemble des spécialités où il est recherché, quoi. Oui, finalement, de vous dire, Amélioration. même en une autocritique, finalement, de se dire, bah, tiens, là, il n'y a pas le statut PDL1. Est-ce qu'il y a eu une fiche complémentaire rendue entre-temps entre la RCP et le moment où vous l'aviez recherché la première fois, parce que l'inscription de la demande était un peu avant la RCP. Donc oui, finalement, de se dire, a posteriori, est-ce que
est-ce qu'il y a eu le PDL1 entre-temps, quoi, si vous ne l'avez pas. Non, parce qu'effectivement, il est peut-être demandé par l'oncologue, mais le résultat, pour autant, il ne repasse pas forcément le dossier en RCP avec le PDL1. Il adapte son traitement en fonction du résultat, je pense, pour Oui. l'instant. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci. C'est bon, du coup, pas de regret, tout le monde a pu poser ses questions. Et ben merci beaucoup et puis bonne fin de